Et ben c'est parti. Donc bonjour Fawzi, bonjour Thomas, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce podcast qui est produit par Calmedica. Et donc on va commencer là, il doit être 18h, vous avez une grosse journée de travail, donc déjà comment allez-vous? Et ensuite on va passer aux présentations. Merci, et puis voilà, on est tout à fait prêt. Tout à fait prêt? Bonsoir, tout va bien. Ça n'a pas été une trop grosse journée aujourd'hui? Ah si, quand même. Comme d'habitude. Donc voilà. C'est du non-stop. C'est non-stop, Oui. Donc même le début de semaine. Donc on va attaquer tout simplement déjà en vous présentant, donc pour que nos éditeurs ils aient un petit peu une idée de qui ils sont en train d'écouter. Et donc on va commencer par toi Fawzi. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours, nous dire un petit peu qui tu es? Moi je suis hépatologue et je suis professeur associé des universités. Travaille dans l'hôpital universitaire à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, donc à Paul-Brousse, et particulièrement dans le centre hépatobiliaire. Donc le centre hépatobiliaire est aujourd'hui le premier centre de transplantation hépatique en France, voire en Europe. On est le deuxième, troisième par le nombre de greffes de foie qu'on fait annuellement, près de 150 à 170 greffes. Okay. Et puis, moi, je suis responsable aussi de l'unité de réanimation hépatique. Tous les patients avant et après une transplantation hépatique vont se trouver dans un premier temps. Et bien sûr, on suit tous ces patients-là pendant des longues durées. Une petite question supplémentaire. T'as toujours eu envie d'évoluer dans la santé? Même quand tu étais petit, c'était ton rêve déjà de... Alors, oui, depuis que je suis petit, c'était mon rêve. J'ai mon frère qui a commencé, qui était urologue. D'accord. Donc, c'était un peu plus simple de suivi. Après, au début, pour le choix de l'hépatologie et de la gastroentérologie, c'est venu assez rapidement et j'ai atterri initialement à Paris, à l'hôpital Saint-Antoine. Puis après, c'était l'hôpital Paul-Brousse. Et là, c'était vraiment l'usine, la machine. Mais ce qui était intéressant, c'est en tant que réanimateur, on voit les patients, on est en contact direct. Notre but, c'est de sauver le maximum de personnes, de lutter contre la maladie, de lutter contre la mort, d'accompagner la famille, les personnes. Et ça, c'est un travail vraiment qu'on se lasse pas, non, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, trop bien. Et de ton côté, toi, Thomas, pareil, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours et peut-être on va rajouter aussi cette petite couleur de pourquoi tu as voulu te lancer comme ça vers la santé? Alors moi, je suis infirmier coordinateur de greffe depuis 3 ans. D'accord. J'ai toujours fait ma carrière en tant qu'infirmier au CHB à Paul-Brousse. Nous, à la coordination, on est une équipe de 5 infirmiers coordinateurs. Ok. C'est nous qui gérons le suivi et l'organisation du bilan pré-greffe et on accompagne les patients à leur sortie d'hospitalisation en post-greffe. On gère aussi la liste d'attente de greffe. D'accord, ok. Donc, je suis assez d'accord avec Fawzi. On est dans ce service-là, en effet, c'est une machine. On travaille énormément, mais c'est vrai qu'on est on est très proche des patients. On les accompagne, on a une vraie reconnaissance. On a quand même des résultats qui sont très bons. Ouais. Et du coup, c'est assez valorisant et c'est assez motivant pour travailler, pour venir au travail, quoi. Et pareil, donc. Ouais, je dirais le rôle des coordinateurs est un rôle très important pour nous. C'est-à-dire, c'est vraiment le lien entre le malade et le médecin et l'hôpital. Okay. Et il joue le lien direct avec ces personnes-là. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir y revenir justement sur la suite de l'épisode. Et je pense que tu me fais presque faire une transition. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur ta présentation. Peut-être pourquoi tu as voulu te lancer comme ça dans la santé. Est-ce que tu avais un goût aussi quand tu étais petit particulier pour... Oui, toujours aussi... oui, déjà ma grande sœur est aussi docteur. Moi, je suis infirmier, mais du coup, oui, j'ai toujours aimé dès le début. J'arrive à 21 ans à l'hôpital. Ok, aider les gens. Pour l'instant, j'ai du mal. Je me vois pas quitter l'hôpital pour l'instant. Ok, très clair. Donc, justement, tu viens de le dire, Fawzi, que les coordinateurs, ils ont un rôle prépondérant. On va rentrer là-dedans. On va parler aussi surtout de télésurveillance. C'est un peu le thème du podcast, de télésurveillance, du télésuivi appliqué à l'hôpital, pour voir vraiment comment ça se passe quand c'est utilisé par des vrais professionnels de santé. Et une première question qu'on a posée à tous les invités sur cette première saison du podcast, comment vous définiriez tous les deux la télésurveillance? Est-ce que vous avez une définition à donner de la télésurveillance? Alors, moi je dirais que c'est quelque chose, qu'on commence à... C'est un domaine qui commence à bouger il y a maintenant quelques années.
qui évolue en fonction des thématiques, des programmes, des projets, doucement. C'est pour moi la télésurveillance, c'est le suivi essentiellement en premier dans notre métier des patients, que ce soit à court terme ou que ce soit à long terme. Qu'on puisse avoir, on a maintenant, par exemple, pour illustrer ça, on a des patients qu'on suit pendant des jours, ou des semaines, ou voire des années. D'accord. On a des greffés aujourd'hui qu'on suit depuis 20 à 30 ans. Ok, c'est énorme. On a des patients aussi qui habitent partout dans toute la France. On a même des patients en dehors de l'Europe, en dehors de la France. Ouais. Et mobiliser le patient, le suivre, s'assurer du bon suivi et la bonne compliance est très important. D'accord. C'est un peu un outil, complémentaire à notre suivi en fait. Ok. C'est vrai que par exemple un patient qu'on suit qui a 10 ans de greffe, on va le voir tous les 6 mois. Des fois, est-ce qu'un patient qui habite à Brest, à Limoges ou même sur les îles, Guadeloupe, Martinique, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire venir à distance, de le faire venir à Paul Brousse pour un suivi alors que tout va bien? Ouais, c'est ce que vous m'avez dit, c'est que du coup, vous avez vraiment des patients qui viennent quasiment partout dans le monde, quoi. Donc, c'est vraiment un outil, ça nous aide dans le suivi et ça peut améliorer aussi le suivi pour le patient qui, je pense, au bout de 10 ans de greffe, n'a peut-être pas forcément envie de remettre les pieds à l'hôpital. Complètement, oui. Mais qui sera rassuré d'avoir un suivi, une télésurveillance comme ça. Donc du coup, en vous écoutant, on comprend qu'il y a finalement plusieurs modèles de télésurveillance et qui correspondent, un petit peu à une définition géographique et deux aussi à une définition de temporalité. De temporalité. Et puis on arrive dans un monde aujourd'hui où les outils informatiques sont tellement fréquents, facilement utilisés par la nouvelle génération, et vraiment on peut profiter d'aller un peu plus loin, de faire gagner du temps aux médecins, aux malades, et surtout d'assurer un meilleur suivi. Un meilleur suivi avec plusieurs points qu'on peut citer, mais le meilleur suivi, c'est-à-dire la compliance, la bonne prise des médicaments, s'assurer. Aujourd'hui, il y a plein de la technologie et l'innovation dans la médecine et la compréhension aussi de certaines complications qu'on peut peut-être réduire, qu'on peut peut-être prévenir grâce à cette télésurveillance. Donc, je pense que le domaine de la télésurveillance aujourd'hui peut avoir des domaines très très vastes, plus qu'on l'imagine. Puis ça peut éviter aussi les perdus de vue, parce qu'il y a beaucoup de patients qui vont peut-être pas venir à la consultation parce que ils ont un travail. Il y en a beaucoup qui reprennent le travail quand même. D'accord. On les greffe, c'est pour qu'ils reprennent une vie normale, donc reprendre un travail, c'est pas forcément facile de se libérer pour une matinée, pour une consultation qui peut durer 15 minutes, avec forcément un peu de retard et tout. Donc une téléconsultation, je pense que ça peut peut-être motiver certains à dire attendez, moi je fais le suivi, mais je le fais de chez moi, je le fais de mon travail. Et puis c'est facile, ok. Et c'est beaucoup plus facile. Ouais. Très très clair. Mais justement, pour comprendre ça, parce que tout l'intérêt du podcast, c'est de voir un petit peu comment on met en pratique. Donc on va y arriver juste après. Mais ce que je voulais savoir, c'est comment ça se passe une greffe de foie à un patient, on va dire, presque sans télésurveillance. C'est quoi le parcours classique d'un patient ? Le parcours, il y a des indications claires pour les maladies du foie. D'accord. Quand il commence à être un stade avancé, un stade grave, ces malades-là, il y a des critères qui vont dire, voilà, il y a une indication à une greffe de foie. Tout ça, c'est discuté, bien sûr, de façon collégiale, avec toute une équipe de médecins, de chirurgiens, de radiologues, d'anatomopathologistes, encore plus large, d'anesthésistes qui vont discuter le cas, les indications. Et si il y a un accord sur tout ça, on va lancer ce qu'on appelle le bilan pré-greffe que Thomas a évoqué tout à l'heure. Ce bilan qui va comporter beaucoup d'examens pour s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication à la greffe. D'accord. Et que son état le permet de subir une grosse opération qui va durer, comme on va le voir, à peu près 6 heures, 8 heures, voire des fois quelques situations difficiles, un peu plus. D'accord, ok. Donc du coup, ça fonctionne comme ça. Donc en fait, là, c'est là qu'on voit que tout l'intérêt de la télésurveillance, ça pourrait être sur cette étape un petit peu en amont. En fait, ce qui est intéressant, c'est donc dans le suivi de ces patients-là, il y a quand même l'avant et l'après. D'accord. Et dans l'avant et l'après, il y a un rôle à jouer pour la télésurveillance, parce que les patients qui sont en attente de greffe, ceux qui ont des cirrhoses décompensées, c'est assez intéressant parce qu'ils ont quand même des risques d'hospitalisation assez importants.
rapport aux complications de la cirrhose. Donc, le temps d'attente en fonction de la gravité de la maladie peut durer 1 mois, comme 6 mois, 1 an. Ok. Donc ça, c'est quand même important à prendre en compte avant greffe. Et ensuite, après greffe, le patient, au début, chez nous en tout cas, c'est le premier mois, c'est une consultation par semaine. Et au fur et à mesure, ça se passe. D'accord. Sauf qu'il y a toujours des complications dans le premier mois, voire 2-3 premiers mois, il y a quand même des complications chirurgicales à surveiller. Et après, il y a des complications, enfin, il y a l'observance à surveiller, la reprise de la vie à surveiller. Donc en effet, la télésurveillance sur les 2 cas, en pré comme en post-greffe, Elle a son rôle à jouer. Elle a Ok. un vrai rôle à jouer. Et justement, là, quand vous avez commencé à implanter la télésurveillance chez vous, le télésuivi même, comment vous avez sélectionné? Donc, vous avez pris un petit peu tous ces appels de pré-opération et vous les avez transformés en questionnaires. Comment ça se passe en fait concrètement maintenant? Comment vous utilisez vous cette télésurveillance dans votre pratique? Nous, on est passé plutôt pour la partie post-greffe. D'accord, d'abord. Une fois que le malade a subi l'opération, il y a souvent 2 semaines, voire des fois un peu plus, d'hospitalisation en réanimation et à l'étage ou en salle. Et après, il va quitter le patient pour être suivi en consultation, au début de façon rapprochée. Okay. Et puis après, au fur et à mesure qu'on s'écarte de la greffe de façon un peu plus éloignée. D'accord. Peut-être tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 6 mois ou tous les ans. Donc, nous, aujourd'hui, on a plein de préoccupations pour le suivi à long terme de ces malades. D'accord. Pour donner un petit exemple, il y a 20-30 ans, on pensait que ces malades ne survivront pas autant. Oui. Qu'on ne savait pas qu'une greffe de foie le malade peut survivre à vie. Oui, carrément. Okay. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Mais par contre, la limite, c'est pas que le foie lui-même, c'est tout ce qui est autour du foie. Et il ne faut pas que le malade décède de problèmes cardiaques, d'accidents cardiaques, de cancer, de tout ça. Donc tout ça, c'est au fur et à mesure, on a fait des progrès. Et la télésurveillance pourrait être là utile pour qu'on communique avec ces patients. C'est pas les lâcher dans la nature ou les médecins traitants ne sont pas forcément au courant de toutes ces conséquences-là. Et nous, on innove, on a des nouvelles données, on a des nouveaux programmes, des nouveaux protocoles, des nouveaux traitements. Et la télésurveillance pourrait être utile dans la communication pour ça. Et comment vous avez fait votre choix justement d'utiliser ces nouveaux outils plutôt en post-op qu'en préopératoire? Là, c'était essentiellement quand on a commencé vraiment la télésurveillance, c'était au moment de la période du Covid. D'accord, ok. Donc c'était plus simple pour suivre les patients. C'était un sujet sensible avec la vaccination, qui se vaccine, qui ne se vaccine pas, qui refuse de se vacciner, qui a eu le Covid. On s'est posé beaucoup de questions parce qu'au début de la prise en charge, enfin au début de la crise du Covid, on ne savait pas si nos patients transplantés allaient être hospitalisés, s'ils allaient bien tolérer l'infection. Donc en effet, à distance, la première vague qu'on a fait de télésurveillance, ça nous a permis de savoir qui avait été vacciné, qui avait eu, et c'était assez intéressant sur une grosse cohorte de patients. Est-ce que vous prévoyez justement de généraliser cette pratique-là en préopératoire? Donc de passer, est-ce que là vous le faites en post-op? Ça serait bien. Je pense que tout est possible, ça dépend, il faut définir les questions qu'on se pose. D'accord. Et sachant qu'on est dans un début, pour les patients du moins, peut-être pas pour les médecins, mais pour le patient, c'est quand même quelque chose de nouveau qu'il faut un petit peu l'approprie, approprier le système. Il faut aussi un petit peu les préparer. Et puis aussi, il faut que le questionnaire soit simple. Oui, c'est ça. On s'adresse au début, il faut qu'on pose quelques questions assez généraux, mais assez concis pour pouvoir être utile, qu'on puisse nous après réagir par la suite. En conséquence. Donc, si on envoie quelque chose de 30 items à remplir, les gens ne le font pas. Et puis, on a de toutes sortes de populations, jeunes, âgées, qui manipulent bien ces outils-là, comme des populations qui peuvent avoir au-delà de 60 ans, peut-être qui ont moins l'habitude ou moins la rapidité de manipuler ça. Il y a toujours des gens qui sont réticents à l'innovation, à l'informatique, des gens qui le sont moins. Donc, il faut qu'on n'espère pas obtenir la réponse de 100%, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on va utiliser l'outil, ça va aller au fur et à mesure, ça va aller de mieux en mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Parce que là, du coup, on parle finalement d'un premier pas, d'une première étape de la télésurveillance, donc d'envoyer des questionnaires en post-opératoire pour suivre le patient, donc soit par SMS, soit par des applications, etc. Est-ce qu'il y a d'autres solutions de télésurveillance que vous aimeriez voir arriver?
Donc, je sais pas, on parle par exemple du télémonitoring quand on met des capteurs sur le patient, etc. Est-ce qu'il y a des choses déjà que vous avez en tête et que vous aimeriez expérimenter? Nous, dans la greffe, il y a quand même en sortie d'hospitalisation, ça veut dire à 3 semaines à peu près, 3 à 4 semaines, voire des fois 2 semaines de la greffe, il y a un vrai suivi proche, D'accord. vraiment très proche. Donc je pense que c'est essentiellement pour tout ce qui est endoscopie, pour tout ce qui est actes opératoires où les patients sortent le soir, où là il y aurait un réel intérêt sur les tissus connectés, sur tout ce qui est connecté. Pour nous, je pense que l'intégration dans le parcours de greffe, l'intégration de la télésurveillance, il faut que ça soit quelque chose de bien intégré sur le parcours, que le patient le comprenne, pour qu'il puisse comprendre pourquoi on lui envoie des SMS. D'accord. Donc, moi, je pense que ça serait surtout après à cibler l'observance, la surveillance sur le long terme, par exemple, de suivi dermato, du suivi cardio si les patients ont des problèmes cardiaques. Parce que ça, c'est le problème récurrent. Parce qu'à 30 ans, la plupart du temps, les patients, tu me contrediras, Fawzi, mais une fois qu'il fonctionne, souvent, le problème à côté, c'est le rein, ça peut être la dermato, ça peut être le cardio, mais le foie, en général, quand même, c'est plus trop le problème. Donc, je pense que sur la distance, sur le long terme, peut-être cibler plus ça. D'accord, ok. Donc, et l'expliquer aux patients, parce qu'il y a beaucoup de patients qui pourraient s'interroger sur pourquoi on envoie des SMS. Et c'est vrai que sur les vagues qu'on a fait, on a eu des retours comme ça. C'est intéressant que tu évoques tous ces nouveaux outils. Donc là, on parle en fait, on identifie déjà plusieurs choses. Donc les questionnaires, par exemple, tu viens de parler de tissus connectés, tu viens de parler d'observance. On sait qu'il y en a qui font des piluliers connectés qui permettent de suivre le patient. Non, il y a plusieurs domaines, comme on a dit au début, c'est-à-dire le domaine de la cardiologie, par exemple. On peut, comme maintenant, en partie, le domaine de la neurologie, on fait des électroencéphalogrammes, ils sont transmis, on a les tracés qu'on les reçoit dans la nuit au réanimateur de garde, au neurologue de garde. Donc, c'est vrai que ça peut s'élargir au fur et à mesure. Pour le moment, je pense que nous, on a ôté un petit peu l'objectif, ce que les autorités de santé qu'on a ôté un peu plus pour le suivi des patients un petit peu stable. D'accord, ok, pour commencer. Pas pour une première consultation, parce que il faut pas oublier derrière tout ça l'examen du patient. Oui, c'est obligatoire. Oui, c'est vrai qu'on parle. Ça reste Il faut le voir, il faut discuter. Moi, j'ai appris un petit peu des choses de la période Covid, c'est-à-dire on a fait de la téléconsultation, on a fait on a l'impression, voilà, quand on voit le patient, quand on discute avec lui, il va plus parler que quand on lui adresse un téléphone. Bon, là, je parle plus d'une télésurveillance aujourd'hui pour s'attaquer à des problèmes qu'on peut considérer à la fois qui peut être des conséquences graves que les malades ne suivent pas. D'accord, ok, plutôt pour ces sujets-là. Voilà, le but c'est d'améliorer la compliance, d'améliorer le suivi, prévenir. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé avec, par exemple, des questions simples sur le vaccin. Êtes-vous vacciné, oui ou non? Pourquoi? Bon, il y a ceux qui sont opposés, ceux qui ont peur. Qu'on puisse nous voir un peu les problèmes et qu'on puisse après attaquer, trouver des solutions à ces problèmes-là et aider voir les malades par la suite. C'est comme une chance pour nous parce que d'avoir récolté autant de données, ça nous permet ensuite en consultation d'avoir des vrais arguments entre guillemets auprès des patients, parce que c'est des retours qu'on a eu des patients en général. D'accord, pour les patients. Là, ce qu'on a fait comme sur les premières écoles de données qu'on a eues, il y avait quand même énormément de patients. Du coup, c'était assez représentatif quand même de la population de greffés, sachant que c'était plusieurs centres. Et du coup, ça nous permet aussi de pouvoir après faire une campagne, alors évidemment pas d'affiche nous, mais faire notre campagne de prévention à notre manière en consultation et de pouvoir argumenter et de pouvoir être plus insistant sur certaines choses que seulement dire il faut vous vacciner, point, parce que vous savez pourquoi. Là, on a des arguments. Et puis, par exemple, on sait, sur la première vague avec la vaccination, on l'a su, le patient, il n'y avait plus de doses dans son village, ou alors il n'y a personne pour le vacciner dans son village. Du coup, nous, ça nous permet de réfléchir à comment faire pour l'accompagner, peut-être le vacciner directement chez nous à l'hôpital, etc. Donc, ça nous permet de récolter beaucoup de données pour ensuite s'adapter plus facilement aux situations auxquelles parfois on ne s'y attend pas. Parce que vous n'êtes pas prêt à ça. Non. Et dans l'hôpital parfait du futur, est-ce que vous avez une vision peut-être justement de l'hôpital parfait du futur et du suivi parfait du patient? À quoi ça ressemblerait? Est-ce que vous avez déjà fait cet exercice? Je sais pas. Vous êtes prêt à vous endormir le soir et puis du coup vous pensez un petit peu à cet hôpital du futur où on suit le patient de manière parfaite. À quoi ça ressemble? Je serais très curieux d'avoir votre avis là-dessus et votre vision peut-être. Bon, peut-être Thomas il a une vision... Moi, je pense qu'il faut y aller doucement. D'accord, ok.
on a l'impression quand on regarde, moi ça fait un moment parce que j'étais en Angleterre, on était un petit peu, on entend beaucoup de congrès internationaux et nationaux, c'est-à-dire on a l'impression que ces outils sont toujours là. Sont déjà là et qu'on va les utiliser tout de suite. Mais la mise en route de ces outils de façon pratique nécessite quand même des efforts un petit peu extraordinaires, nécessite aussi des financements, nécessite aussi une formation. Et je pense que si je prends l'exemple qu'on a pris récemment sur la société Calmedica qu'on a travaillé avec, on est parti sur une démarche un petit peu plus simplifiée, adaptée à la fois au temps médical et au temps patient. Et peut-être que, au fur et à mesure, il faut commencer comme ça. D'accord, commencer simple. Et commencer simple et peut-être monter un petit peu plus en charge progressivement. Mais l'hôpital futur que je vois où tout est connecté, bon, il y a des choses, on a des connexions pour communiquer, mais pour le patient, je pense la présence physique du patient de temps en temps reste importante. Il y a toutes les questions des urgences qui sont aussi importantes. C'est un problème à part. Mais je pense qu'on avance. La technologie remplacera pas l'humain, ça c'est sûr. Voilà. Et je pense qu'à une époque, c'est vrai que au début, j'avais un projet, on avait créé une application au CHB pour l'éducation des patients. Et c'est vrai que c'était en 2016. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on avait ça a plein bien de changé. projets. C'est ça, mais à cette époque-là, c'était plein de projets en disant que ça allait pas remplacer l'humain, mais ça permet de compenser un petit peu. Mais en fait, on se rend compte que si une application n'est pas soutenue par l'infirmier ou le médecin qui ne va pas l'expliquer, parce que on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ne savaient pas télécharger une application, il faut quand même des gens qui sont motivés, qui sont formés à l'e-santé, qui comprennent les enjeux. Et ça va prendre beaucoup de temps. Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que c'est une question que j'ai déjà dû poser sur ce podcast. Est-ce que, justement, vous faites ce travail de sensibilisation? Donc, pour l'instant, vous utilisez une solution qui est relativement simple, comme on l'a dit, envoi de questionnaire. Donc, c'est peut-être un peu moins compliqué d'engager les patients. Mais voilà, est-ce que vous faites déjà ce travail de sensibilisation auprès des infirmiers, auprès des médecins, pour leur parler des enjeux de la e-santé, pour leur parler des enjeux de la télésurveillance? Parce que comme on le sait, que forcément, il y a un manque de temps, il y a un manque de personnel, et aussi des fois des esprits un peu plus réfractaires. Donc, est-ce que vous faites ce travail parce que vous l'êtes naturellement, j'ai envie de dire? Non, disons, avec la période Covid, on a un peu commencé dans ce domaine, ce qui était quand même une bonne chose, où chacun commence un petit peu à avoir son expérience et dire oui, moi j'aime pas, moi je veux pas. On a quand même testé un petit peu ça. On a quand même tiré certaines leçons que tout ne sait pas. Moi, j'ai eu des téléconsultations, par exemple, où vraiment on appelle le malade, il était je sais pas où. Donc, par exemple, on fait appeler par une secrétaire ou quelqu'un qui nous aide le patient pour le prévenir qu'on va l'appeler maintenant. Donc, il y a toute une préparation. Mais je pense que c'est un plus. Maintenant, on va pas remplacer tout le... Mais je pense aussi, moi j'ai des situations un peu cocasses où, faut qu'on forme le personnel, mais je pense qu'il faut qu'on forme aussi le patient, parce que c'est arrivé où, en gros, le patient, on sent déjà que le patient est observant, mais bon, on sent que ça l'embête un petit peu. Et lui, le fait qu'on lui dise on va faire une téléconsultation, ça l'arrange, parce que du coup, il va dire je vais pas à l'hôpital, j'ai du temps pour moi. Et il va prendre le téléphone, il va être sur la route, il va faire autre chose. Ah oui, alors il va pas du tout être... dans le moment de la consultation, parce que nous, après tout, même si c'est une téléconsultation, même si on se voit pas, c'est une consultation, donc on a quand même nos questions à poser. Et c'est arrivé où on sentait que il a pas le temps, je suis au téléphone, je vous réponds, faites-moi les ordonnances, faites-moi le bilan, sauf que c'est ça. Faut aussi former les patients sur le fait qu'une téléconsultation, c'est aussi pour le suivi. C'est comme un acte médical. Mais je pense qu'on peut les préparer dans le cadre de l'éducation thérapeutique que tu fais, Thomas, avant la greffe. On pourra éventuellement commencer à parler de ça. Et là, comme ça, et après la greffe, ils vont être plus formés, plus préparés, parce qu'on leur apprend, par exemple, sur les médicaments, sur beaucoup de choses. Donc, on pourrait aussi parler de ça. Est-ce que vous faites du partage de compétences, de connaissances avec d'autres services qui utiliseraient d'autres outils de télésurveillance? Est-ce que vous en discutez en interne? Parce que du coup, là, on vient de parler des freins, on a parlé un petit peu des professionnels qui ne sont pas forcément formés à tous ces enjeux-là. On le sait très bien qu'en médecine, pharmacie, etc., on ne parle jamais d'innovation. Donc, c'est soit tu t'y intéresses naturellement, ça commence à venir rentrer à l'hôpital, mais est-ce que vous faites des partages de connaissances avec d'autres services? Disons là, actuellement, on commence à diffuser
Et communiquer, par exemple, sur l'outil, on est en train de faire plutôt des projets multicentriques. D'accord. Avec impliquer plusieurs centres, par exemple, de greffe en France. D'accord, ok. Et là, on va avoir plutôt des grosses cohortes qu'on pourra mieux aussi exploiter scientifiquement. D'accord. Et tirer des leçons pour améliorer un peu le suivi des malades. En fait, après, quand j'en ai parlé avec d'autres centres de greffe, des infirmiers de coordination aussi, on a tous une organisation différente ou assez différente. On n'a pas tous les mêmes outils. Du coup, c'est toujours difficile de. Les gens sont quand même de plus en plus ouverts à cette idée-là. Mais il y a toujours c'est les freins qui font vraiment le manque de temps, c'est toujours un peu la panique aussi, et du coup quand on en parle avec les gens, tout le monde trouve ça intéressant, mais ça fait toujours un peu peur. Et je pense que là, ce qu'on fait pour envoyer les SMS automatiques, c'est assez rassurant parce que c'est assez simple, et ça permet de mettre un pied dans la santé de manière assez comment dire, ludique, parce que quand même c'est assez sympa de regarder les retours, d'avoir la réponse des patients et tout, c'est assez ludique, et ça permet aussi de se faire une idée de ce qu'est la santé. Et du coup, les gens là, ceux qu'on a intégrés dans le programme, ils vont voir que c'est pas compliqué, et au fur et à mesure les idées viennent, le cheminement va venir, et je pense qu'ils vont pouvoir intégrer, comme nous aussi. Je pense que tu m'as spoilé un petit peu l'avant-dernière question. J'allais poser la question de savoir est-ce que vous aviez un conseil concret pour des hôpitaux, des structures hospitalières qui veulent intégrer la e-santé, intégrer la télésurveillance. Et je pense que tu as mis le doigt dessus. C'est vraiment commencer par simple déjà et ne pas s'enflammer. Il faut commencer par simple. Il faut, je pense, préparer le malade. Qu'on commence par l'éducation thérapeutique en même temps qu'on leur forme sur beaucoup de choses. On leur explique un petit peu ces outils. Et là, je pense que ça va marcher au moins 5 fois plus. D'accord. Et puis, bien sûr, les médecins il faut aussi différencier que c'est pas un outil pour répondre aux urgences. Donc, ça ne remplace pas. C'est ça aussi qu'il faut faire comprendre aux gens. Voilà, c'est pas, voilà, j'ai mal au ventre, j'appelle tout de suite, j'envoie un SMS. Après, peut-être qu'on s'approchera de ça. Il y a peut-être certaines, comme en cardiologie, peut-être pour des situations d'urgence, il y a des outils qui sont spécialisés faits pour ça. Pour faire les alertes, du télémonitoring, des capteurs, etc. Okay. Nous, on partait en dehors des communications avec des réunions multidisciplinaires ou entre hôpitaux, entre congrès, tout ça. Mais là, le but, c'est que le malade profite de cette e-santé, qu'on puisse améliorer son suivi, qu'on puisse améliorer sa survie et sa qualité de vie. Très clairement. Et je pense qu'il ne faut pas réinventer, en fait. Je pense qu'il faut intégrer la e-santé dans des parcours qui sont maîtrisés, dans des parcours de soins qui sont maîtrisés, ou des choses qu'on maîtrise, qu'on connaît. Et comme ça nous permet d'avoir une assurance derrière, une bonne base, et rajouter la e-santé pour améliorer, en fait. Alors que si on réinvente quelque chose avec la e-santé en plus, je ne suis pas persuadé que ça soit la solution. Ça sera un frein. Ça va devenir un frein. Là, nous, on maîtrise assez notre parcours de soins. Du coup, on sait quand on peut envoyer les SMS et tout. Et du coup, ça permet de faciliter l'intégration. Très clair. Et allez, la dernière question du podcast. Est-ce que vous avez une belle histoire avec la télésurveillance? Est-ce que la télésurveillance aurait permis quelque chose qui s'est bien passé grâce à la télésurveillance et au télésuivi? C'est vrai que le mot télésurveillance, des fois, il est un peu... Oui. Non, mais je pense que notre première expérience, et là, on a fait quand même à deux reprises, on a appris beaucoup de choses. On a eu un peu des réponses, certaines aussi, des questionnements et voire des réponses positives des patients. D'accord. Les patients sentent bien que le corps médical aussi s'intéresse à eux, s'approche d'eux. Ça, c'est, je pense, une probabilité importante. On était un petit peu surpris. Au début, on avait un petit peu peur de cette approche. Mais au fur et à mesure qu'on est dedans, je pense qu'on a envie de la développer, d'aller plus loin et d'associer les patients. Parce qu'aujourd'hui, on a plein d'événements et plein de traitements à communiquer. Et je pense que ces outils vont être d'une grande utilité au fur et à mesure, à condition de les utiliser doucement et de les adapter au corps médical et aux patients. Ce que j'aimais, c'est quand on avait envoyé les premières vagues, il y avait des patients qui ont réellement compris l'intérêt de ces SMS. Et quand on avait demandé de répondre, d'expliquer leur choix,
ils avaient cité par le prénom ou par le nom soit les coordinateurs, soit les médecins référents des patients. Donc, en fait, dans le SMS, quand ils écrivaient le SMS, c'était tel médecin ou tel coordinateur m'a dit de. Et du coup, c'était assez rassurant. Enfin, ça m'avait sourire parce que du coup, la personne avait bien compris que c'était nous qui lui en parlons. D'accord. Et elle s'était pas du tout méfiée, très à l'aise, et elle avait répondu au message. Et du coup, c'était assez. Je trouvais ça assez positif de savoir que la personne qui était derrière, qui a envoyé le message, avait bien compris l'intérêt et qu'elle savait que c'était quelqu'un du CHB qui lui parlait. Et du coup... D'accord, donc il y a finalement une forme d'humanisation derrière cette technologie. Ouais, oui, c'est hyper intéressant. On a l'impression que c'est l'inverse, mais au contraire, ça rapproche. Ok, ben on va finir cet épisode sur cette belle note positive. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur le podcast. Et puis on espère que toutes les expérimentations vont se couronner de succès avec la télésurveillance et que dans quelques années, on puisse vraiment suivre les patients parfaitement. Merci beaucoup. On est tout à fait d'accord. Merci pour l'invitation. À bientôt. Merci, au revoir.